Bonjour et bienvenue pour ce webinaire en coopération entre Famille Solidaire et la Palib. J'ai l'honneur d'animer ce webinaire en présence de Pierre Camérer, directeur général de la Palib. Bonjour Pierre. Bonjour Jean. On va essayer aujourd'hui de vous présenter la coopération qui existe entre Famille Solidaire et la Palib sur des projets et puis plus globalement le concept d'habitat partagé, les développements pour le futur des personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors vous le savez certainement, d'ici à 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, ce qui va générer évidemment une modification sociologique de l'accompagnement de ces personnes, parce que 23 millions de Français à accompagner, ça veut dire autant d'aidants qui sont assujettis au quotidien à cet accompagnement. Pour pouvoir trouver de nouvelles solutions, beaucoup d'acteurs associatifs s'engagent aujourd'hui dans ce qu'on appelle, nous, l'habitat partagé et accompagné, c'est-à-dire des domiciles dans lesquels des personnes vont mutualiser des services, par exemple la présence d'auxiliaires de vie, mais également des services domotiques. On en parlera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Évidemment, vous l'avez compris, c'est la nécessité démographique qui amène à ce changement. Pourtant, depuis une quinzaine d'années déjà, des associations sont engagées sur ce secteur et ont prouvé que cette expérimentation fonctionnait. Alors aujourd'hui, on va vous présenter, selon un plan, notre intervention. Donc on va d'abord vous présenter les enjeux, vous donner également des illustrations d'habitat accompagné qui sont des alternatives à l'institution. Et puis en troisième point, on vous parlera plus précisément de notre projet commun sur les jardins de Daphné à Redisheim, avec enfin une ouverture sur les perspectives, sur ce qu'on appelle les résidences 3.0, donc qui allie évidemment l'accompagnement humain, mais également la domotique et toutes les nouvelles technologies qui peuvent faciliter la vie au quotidien de personnes en difficulté. Voilà, donc aujourd'hui, ça veut dire quoi d'être autonome quand on avance dans l'âge ou quand on est en situation de handicap, Pierre ? Moi, je voudrais revenir à l'étymologie du mot autonome, qui est composé de deux mots grecs, autos, qui renvoie à l'être lui-même, soi-même, et nomos, qui est la règle, la loi. Et ça résume assez bien le souhait des personnes, notamment dans nos civilisations occidentales, de pouvoir continuer à se déterminer par elles-mêmes, choisir leur mode de vie en s'affranchissant d'une dépendance d'influence extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette définition pour l'habitat? Moi, si je veux rester autonome malgré un handicap, malgré une avancée en âge, ça veut dire que je vais créer les conditions pour être le moins possible dépendant de mon environnement. L'handicap, c'est qu'un rapport à l'environnement. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui est dans un milieu, un environnement totalement adapté au fauteuil roulant, n'est plus handicapé du tout. Donc, c'est ce rapport entre l'environnement et ma personne avec mon état physique, mental, qui va permettre de réguler cette notion d'autonomie. Et notre engagement à nous, c'est d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent à la fois aménager leur environnement intérieur, enfin interne, on va dire, donc l'habitat, ce qui fait l'intimité, c'est la définition du domicile, et le rapport au monde extérieur. Et on va jouer dans l'habitat partagé et l'habitat adapté sur ces deux éléments. L'aménagement du domicile et le rapport au monde qui m'entoure. Ça, c'est un enjeu très important. Et nous qui sommes engagés avec nos associations dans l'accompagnement des parcours de vie des personnes, le parcours résidentiel, la possibilité d'aménager son habitat, c'est fondamental.
Est-ce que on assiste à un changement aussi dans cette vision de l'autonomie par rapport à ce qui se faisait après la loi de 75, par exemple? Euh, Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour les personnes vulnérables? Clairement, c'est que la loi de 75, elle a eu un effet fantastique pour développer des environnements institutionnels adaptés, permettre d'accueillir plus de personnes en institution. Et aujourd'hui, on est dans un renversement de cette tendance-là, pour des raisons économiques, mais qui congrue aussi avec un souhait de la personne de pouvoir rester chez elle le plus longtemps possible. Et donc, on est à ce croisement où l'État, les institutions disent on va moins investir dans les établissements d'accueil, et puis ce souhait des personnes de pouvoir continuer à vivre au domicile. Et nous, notre démarche qu'on partage ensemble, c'est de pouvoir euh, trouver un lien entre les deux, les avantages, on va dire, sécurisants, du confort, de l'adaptation, de l'environnement qu'on va trouver en institution, avec tout ce que la personne peut investir dans son domicile, y compris cette capacité à faire ses propres choix. Et ce qui n'est pas toujours possible en institution. C'est ça l'enjeu. Donc, et je dirais qu'il y a peut-être pour nous un troisième enjeu, c'est le fait de trouver des formes d'habitat qui soulagent les aidants. Parce que la personne qui est en situation de handicap, la personne qui vieillit, qui voit ses capacités physiques, on va dire, s'amoindrir, elle peut continuer à vivre grâce à un aidant familial, de voisinage. Et donc, c'est comment on va permettre à ce réseau d'aidants, à cette communauté humaine de se mobiliser, mais de se mobiliser sans s'épuiser. Parce que les aidants aujourd'hui sont soumis à rude épreuve. C'est un phénomène isolé, les aidants familiaux, ça représente combien de personnes en France? Non, on estime qu'il y a 11 millions de personnes en France. Hein. Quand on le ramène à la population, c'est une proportion énorme, c'est à peu près 20% de la population qui est mobilisée, alors à des degrés divers, mais dans le soutien à des personnes qui sont dans une situation de moindre autonomie. Donc les aidants familiaux ou les aidants proches, c'est une importante partie de la population en France. C'est un vrai enjeu de société. Et comment faire en sorte pour que ces aidants ne s'épuisent pas, ça c'est un deuxième enjeu. On a un taux de décès souvent chez les aidants. Enfin, ce qu'on remarque, c'est que dans plusieurs situations d'accompagnement lourd, les aidants souvent décèdent avant la personne accompagnée. Donc voilà, c'est une malheureuse illustration de cet épuisement des aidants. Alors si on devait décrire un peu ces aidants, proches aidants, on a parlé longtemps d'aidants familiaux, aujourd'hui on est plutôt sur la définition de proches aidants, c'est-à-dire toute personne, qu'elle ait un lien de parenté ou pas, mais qui amène une aide au quotidien à des personnes en situation de vulnérabilité. Ça représente quoi comme charge pour ces aidants? À la Palib, vous accompagnez énormément de personnes au domicile, notamment avec la présence d'auxiliaires de vie au quotidien, hein, pour assurer le lever des personnes, les toilettes, les couchers, l'alimentation, tout ce qui relève des actes essentiels de la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a un portrait type de cet aidant familial? Est-ce que dans les rencontres que vous avez pu avoir avec les clients de votre réseau, il y a des points communs entre ces aidants familiaux? Oui, c'est souvent une personne. Alors, moi, nous, on connaît mieux, parce que c'est l'essentiel de la population qu'on aide. On aide bien sûr des personnes plus jeunes en situation de handicap, mais Vous entendez... C'est bon, le son est revenu? Pardon, c'est les petits aléas du direct. Pierre, je te laisse reprendre. Non, nous, on connaît mieux les aidants qui vont s'occuper de personnes âgées. Alors,
on peut les catégoriser en deux types, soit les conjoints, dans un couple, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble, il y a une implication extrêmement forte du conjoint. Là, c'est très clairement des situations d'alerte, d'épuisement, et donc à un moment donné, se pose la question même de pouvoir continuer à garder la personne accompagnée au domicile, tellement la personne accompagnante, l'aidant, est mise en danger. C'est dramatique comme choix. On va trouver aussi parmi les aidants les enfants, les proches, hein, et qui, eux, sont dans une génération sandwich, hein, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à s'occuper de leurs propres parents, et puis ont bien sûr prennent soin de leur propre famille avec une vie professionnelle. Et c'est également une situation qui est très éprouvante. Alors, l'aidant proche, il est en plus soumis à des charges affectives très importantes. L'aidant professionnel, il est moins exposé, il peut prendre plus de recul. Mais on est dans l'aidant familial ou l'aidant proche soumis à un nœud de relations affectives au passé, et c'est d'autant plus compliqué. D'où la nécessité de pouvoir prendre du recul et de pouvoir se former, de pouvoir assister à des groupes de parole, des groupes de partage, pouvoir se reposer aussi, se ressourcer. Et ça, ce sont des possibilités qui existent maintenant, notamment en Alsace, grâce aux plateformes de soutien aux aidants, Rivage, qui connaissent un grand succès. Alors on verra comment on fait le lien ensuite avec l'habitat. Oui. Ça nous semble extrêmement important que les aidants puissent aussi s'approprier l'habitat de la personne accompagnée. D'accord, merci Claire. Alors, l'habitat accompagné, c'est un nouveau terme qui a émergé, on va dire, il y a une petite quinzaine d'années par des expériences d'associations, notamment des associations de familles de trauma crânien, qui ont monté des colocations entre personnes cérébrolésées pour répondre à plusieurs enjeux. Le premier de ces enjeux, c'est évidemment de pallier à la disparition prévisible de leurs parents, puisque c'est souvent les parents qui s'occupent de ces personnes. Le second enjeu, c'est d'arriver à avoir une permanence d'accompagnement par le biais d'aides individuelles. Vous avez, quand vous êtes en situation de handicap ou dans une situation de dépendance liée à l'âge, vous avez droit à des aides publiques qui sont malheureusement jamais assez importantes au regard des besoins de la personne, mais qui peuvent permettre, en étant regroupées, d'assurer une présence quotidienne au domicile, dans ces habitats partagés, de façon conséquente. Donc des personnes se rassemblent sous le même toit ou sur le même palier d'immeuble en mutualisant la présence des auxiliaires de vie, ce qui leur permet d'avoir une continuité dans cet accompagnement, ce qui permet également à leurs aidants familiaux d'accepter de faire confiance, parce que lorsqu'on s'est occupé pendant de nombreuses années de personnes dépendantes, on a recomposé son projet de vie, on a réimaginé un équilibre économique qui tient souvent à la présence des allocations des personnes qu'on accompagne, parce que c'est indispensable et nécessaire pour les familles. Et donc l'habitat partagé, c'est une alternative qui peut permettre, sous des modes d'organisation différents, qui varient d'un territoire à l'autre, de trouver des solutions pérennes d'habitat et non d'hébergement, c'est-à-dire des personnes qui vivent chez elles, qui ont des droits individuels, qui ont un bail et qui peuvent profiter de tous les services mis à leur disposition et évidemment d'une vie sociale et d'une inclusion dans le tissu local, associatif et social. Évidemment, les personnes qui se sont engagées dans ces projets d'habitat ont un petit peu essuyé les plâtres. Ils ont dû mettre en avant des solutions qui n'avaient pas encore de règles administratives, qui n'avaient pas encore de modèle économique totalement ficelé, puisque souvent, vous le savez, l'innovation vient des acteurs de la société civile, des associations, et que les pouvoirs publics prennent un petit peu de temps ensuite pour arriver à le transcrire dans des
modes de tarification, dans des modèles économiques qui permettent à ces solutions de perdurer. Alors, pour les seniors, l'habitat partagé, il se situe entre le domicile, la résidence pour personnes âgées et la maison de retraite, avec toutefois une liberté individuelle qui est très importante, mais aussi le corollaire de cette liberté, c'est la nécessité de coordonner au quotidien la vie de ces personnes, que ce soit dans les activités sociales. La création d'habitat partagé pour seniors tel qu'on l'imagine avec la PALIB, c'est un formidable outil de développement et d'allongement de cette capacité à vivre à domicile dans une autonomie accompagnée. Alors, sur ce qui s'est créé ces dernières années, évidemment, on parle souvent de modèles coopératifs, puisque sur les territoires, vous avez une association de personnes handicapées ou une association qui représente les personnes âgées et leurs aidants familiaux, qui décide qu'il faut trouver des solutions rapides, reproductibles et qui ne demandent pas une planification d'une tarification publique qui mettra 10 ans ou 15 ans à se mettre en œuvre pour que l'établissement naisse. Donc l'idée, c'est de travailler avec d'abord un porteur de projet qui va porter les valeurs de cet habitat partagé et qui va ensuite construire un écosystème autour de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis en situation de vulnérabilité, et particulièrement lorsque mes fonctions supérieures sont touchées, donc quand je commence à avoir des difficultés à raisonner, à organiser mon quotidien, à médier la relation sociale, je vais avoir besoin d'une présence humaine importante, mais je vais avoir besoin de plein d'autres choses. C'est-à-dire que si je ne me souviens plus forcément de quel jour on est, il va falloir qu'on m'aide pour mon parcours de soins, pour prendre rendez-vous chez le médecin, pour suivre mes traitements, pour chercher les médicaments à la pharmacie, pour remplir le pilulier. Ce sont des exemples très concrets de ce que les aidants font jour après jour et qu'il faut prévoir dans le développement d'habitats partagés, notamment en mode coopératif. Donc vous allez avoir souvent sur les habitats partagés un acteur médico-social avec des travailleurs sociaux, avec des travailleurs de la santé, des infirmières, des ergothérapeutes, comme sur un service de soins infirmiers à domicile ou un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Ça, c'est pour assumer la partie la plus, importante pour le bien-être et la santé de la personne. Ensuite, évidemment, il va falloir réfléchir à qui va venir aider au quotidien la personne à se lever, à s'habiller, à aller aux toilettes, à préparer ses repas, à faire le ménage. Et donc là, se positionne souvent un service à la personne qui va mettre à disposition des auxiliaires de vie dans ces dispositifs coopératifs. Évidemment, quand on a dit tout ça, on a réglé une petite partie du problème. C'est-à-dire que pour l'instant, la personne, elle est chez elle, elle a effectivement un accompagnement de soins, on l'aide à se maintenir en bonne santé et à avoir la possibilité de se lever tous les matins et d'être soutenu dans ses actes essentiels. Mais ça ne fait pas encore la vie sociale. Donc bien souvent, il y a la nécessité aussi de développer autour de l'accueil de jour qui peut s'appuyer sur des structures médico-sociales existantes. Ça peut aussi être des associations qui vont organiser dans ces habitats partagés des activités ludiques, des activités à l'extérieur également, puisque le but n'est pas de rester chez soi. L'intérêt de tout ça, c'est que ça fait des solutions qui sont peut-être plus accessibles financièrement. Vous le savez, les personnes vulnérables ne sont pas toujours dotées de moyens importants, et particulièrement dans le secteur des personnes âgées, quand vous avez le minimum vieillesse, ou pour les personnes handicapées, quand vous avez l'allocation adulte handicapé, vous vous situez entre 800 et 900 € par mois pour organiser toute votre vie. Donc, dans les exemples que nous avons pu visiter ces derniers mois, nous nous sommes rendus à Zurich dans une coopérative qui s'appelle Zwicky Sud, donc une coopérative d'habitants, de personnes qui se sont rassemblées pour construire un habitat. Alors on peut se dire c'est un petit habitat, ben non. Là, l'exemple de Zurich, c'est un immeuble de 125 logements dans lequel 4 appartements en colocation existent pour des personnes en situation de handicap psychique, donc qui sont accompagnés au quotidien par un service médico-social qui va
les soutenir dans les démarches de soins et dans les démarches sociales, d'ouverture de droits. Ils sont accompagnés également par des auxiliaires de vie. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un modèle extrêmement inclusif. Les personnes sont en capacité de profiter d'une insertion professionnelle qui est organisée au sein d'un salon de thé qui se situe au rez-de-chaussée de ce magnifique immeuble. Ils peuvent aussi prendre des responsabilités dans l'hôtel qui est structuré sous forme d'entreprise adaptée où ils vont pouvoir participer à l'entretien des chambres, à la préparation des petits déjeuners et évidemment à tout ce qui peut être afférent à une activité hôtelière. Donc c'est un des exemples, un exemple très coopératif, très solidaire, parce que je crois que certains pays en Europe sont en avance sur ces sujets-là, mais il existe aussi des initiatives et je pense particulièrement au Villa d'accueil familial. Pierre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, tu faisais allusion à l'idée coopérative, et là, on part d'une coopérative créée par des communes, et des communes rurales, des petites communes, qui font le constat que des personnes âgées qui, à un moment donné, ne peuvent plus rester dans leur domicile, sont bien souvent obligées de s'expatrier, quitter leur environnement, leur milieu d'attache, leur enracinement pour rejoindre un EHPAD, une maison de retraite qui est située bien souvent assez loin pour les communes rurales. Ce qui coupe les personnes de leur milieu, de leurs amis, voilà. Donc l'idée de ces communes rurales, c'est en se regroupant de proposer une nouvelle formule, les villas d'accueil familial. Alors, il y a eu des expérimentations dans notamment le sud-ouest de la France, dans le Tarn-et-Garonne, il y a quelques années, et qui permettent d'accueillir dans une même villa 6 personnes âgées, on va dire dépendantes, et 3 familles. Alors, les 6 personnes âgées vivent au rez-de-chaussée, dans 2 appartements différents, 2 grands appartements, donc chaque fois 3 personnes âgées. Chacune a son studio, c'est-à-dire sa chambre, un cabinet de toilette adapté, bien évidemment, à l'handicap. Et il y a une vaste pièce de séjour d'environ 100 mètres carrés qui permet de mener une vie communautaire, plus un espace cuisine qui permet à l'accueillant familial de faire la cuisine. Les repas seront pris par les 3 personnes avec la famille de l'accueillant familial, donc au rez-de-chaussée. À l'étage vivent les 3 familles. Les 3 familles comportent un professionnel, une accueillante familiale, c'est souvent une dame, qui, elles, vont se relayer pour prendre soin des personnes. Alors, il y a une accueillante familiale pour 3 personnes âgées et une accueillante, donc ça fait 2 accueillantes familiales. Et puis, lorsque les accueillantes familiales ont du repos ou sont en vacances, il y a une 3e accueillante familiale qui prend le relais. Voilà, donc à l'étage, 3 familles qui vivent et qui suivent ces personnes âgées tout au long de la journée. Alors c'est une formule on a eu l'occasion là de faire une première expérimentation dans un petit village viticole d'Alsace, à Westalten, près de Rouffach, avec une très forte implication du maire, motivé par le fait de pouvoir proposer un accueil proche à des personnes âgées de son village ou des villages environnants. Pour l'instant, actuellement, ça se passe très bien. C'est très encourageant. C'est une formule qui est une alternative à l'EHPAD, où aujourd'hui la dimension la dimension standard, c'est de prévoir 80 personnes accueillies. Donc là, on est dans des formulations beaucoup plus petites. Les familles, pour ce que j'en ai constaté, s'y retrouvent très bien. Parce que je pense qu'il y a un rapport probablement à la culpabilité
qui est très fort, plutôt que de proposer à leur personne, à leur aîné d'intégrer une institution, un EHPAD. Là, on est dans une petite unité de vie qui ressemble plus à la maison. Et donc, je pense que c'est très rassurant également pour les familles et c'est un mode d'accueil que d'autres communes envisagent de développer, notamment dans le département du Haut-Rhin. Alors, bien sûr, par rapport à cela, on peut se poser des questions. C'est que il faut pouvoir travailler sur la qualité du professionnel qui va être recruté pour s'occuper de ces personnes, qui va accepter de vivre sur place avec sa famille. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas le choix de vie de tous les professionnels. Et se pose aussi la question du recrutement des personnes accueillies de manière à ce qu'elles puissent s'entendre. Il faut prendre en compte qu'on est dans presque un huis clos, donc et que la relation dans un petit groupe fait qu'on se focalise beaucoup plus sur les personnalités, les tempéraments, les caractères des uns et des autres, hein, et ça, il faut pouvoir le réguler. Voilà, alors ça, c'est nous au niveau associatif, c'est ce qu'on apporte au groupement de communes, c'est de les aider à recruter le personnel, à le former, à l'encadrer, et puis à recruter des personnes résidentes. D'accord. Alors, n'oubliez pas que vous avez la possibilité évidemment de poser des questions dans ce webinaire, hein. Laura, qui nous assiste techniquement aujourd'hui avec Magali, est devant l'écran et donc peut lire toutes les questions que vous pouvez poser dans l'interface de GoToWebinar. Pour ma part, moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que nous avons imaginé aussi pour l'accueil de personnes en situation de handicap suite à une cérébrolésion. Donc, des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux, pas forcément à 75 ans, même si dans l'image de beaucoup de Français, ces situations-là sont plutôt réservées, j'allais dire, aux personnes âgées. Malheureusement, la réalité est tout autre. Donc ces personnes conservent des séquelles suite à leur souffrance cérébrale, qui touchent, comme pour des personnes âgées dépendantes, souvent la mémoire, l'orientation dans le temps, dans l'espace, et puis la question évidemment très importante de la capacité à avoir du lien social. Avec Famille Solidaire, on a développé sur Strasbourg des colocations pour personnes cérébrolésées, et donc notamment une sur le projet CAHUT à Strasbourg, qui concerne donc 5 personnes qui... Pardon ? Ça, vous nous entendez toujours bien, donc c'est reparti. Voilà, on a des petits problèmes de réseau, mais vous inquiétez pas, ça devrait bien fonctionner. Voilà, donc on a développé des colocations donc pour personnes cérébrolésées, donc par exemple dans l'immeuble de CAHUT, un grand appartement de 150 mètres carrés qui accueille 4 personnes cérébrolésées qui mutualisent leurs auxiliaires de vie. Ça veut dire que concrètement, de 6h à 23h, elles ont la présence d'auxiliaires de vie successifs qui peuvent les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne, donc s'habiller, se laver, aller aux toilettes, des choses très simples, mais également dans des actes plus élaborés, c'est-à-dire superviser, inciter les personnes à être acteurs de leur propre autonomie. Voilà, recréer une dynamique autour d'une reprise en main de leurs capacités fonctionnelles et de tout ce qui peut les rendre plus autonomes. Alors, en parallèle de cet appartement, donc qui accueille 4 personnes handicapées, on a imaginé de pouvoir acheter un deuxième appartement à l'étage qui permette l'accueil d'une personne cérébrolésée également, un petit peu plus autonome, qui travaille en milieu protégé, donc en entreprise spécialisée d'aide par le travail, et qui profite de la présence 24, donc quasiment 24 heures sur 24 d'auxiliaires de vie au rez-de-chaussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement l'auxiliaire de vie le matin va venir sonner à la porte pour s'assurer que la personne est bien réveillée, qu'elle est prête à prendre son petit déjeuner et qu'elle est sur le chemin du bus pour aller au travail. Et puis le soir, après une journée de travail, tout un chacun aspire à avoir un petit peu de vie sociale, et donc le locataire du premier étage peut, s'il le souhaite,
profiter de la présence d'auxiliaires de vie au rez-de-chaussée, puis des autres colocataires, pour partager un repas, pour aider à préparer, pour jouer ensemble, pour regarder la télé ensemble, avoir une vie la plus normale possible. Donc ça, ce sont des exemples qui se sont développés de façon très conséquente sur le territoire national, mais qui sous-entendent bien entendu pas simplement de régler la question de l'habitat en tant que bâti, en tant que construction, mais de construire autour tout un écosystème. Et c'est véritablement vers ça que l'on souhaite amener les porteurs de projets qui font de l'habitat partagé. Alors, revenons sur les jardins de Daphné. Donc, le projet commun Famille Solidaire à Palib prend place dans le village de Riedisheim. Alors, c'est quoi le projet des jardins de Daphné, Pierre? Alors, je dirais, on voudrait en faire ensemble une belle vitrine sur le Grand Est de tout ce qu'on peut proposer de mieux aujourd'hui dans un parcours de résidentiel pour une personne âgée. L'idée, c'est de proposer un logement qui soit adapté au vieillissement, éventuellement au handicap aussi, entre le domicile et l'EHPAD. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne ne se sent plus en sécurité chez elle, parce que l'âge avance, parce qu'elle se sent plus vulnérable, elle souhaite trouver une formule qui puisse allier confort, ça veut dire l'adaptation du logement, sécurité, me sentir en sécurité, ça c'est aussi le principe du domicile, et puis trouver de la convivialité, du lien social, ce qui est également un besoin essentiel pour tout être humain. Donc la résidence autonomie, les jardins de Daphné, se situent entre le domicile et éventuellement l'EHPAD qui va accueillir, elle, dans des gens plus âgés, des personnes plus âgées et surtout beaucoup plus dépendantes. On a répondu à un appel d'offres, un appel à projet de la commune de Riedisheim qui voulait proposer une alternative pour ces personnes âgées. Et on a gagné cet appel à projet en proposant un bâtiment de 57 logements, hyper adapté par rapport au handicap, très sécurisant pour les personnes. On y reviendra tout à l'heure à travers le concept de résidence 3.0, et surtout qui offre une possibilité de vie sociale. Mais une vie sociale qui n'est pas imposée. Une vie sociale qui est à la carte, avec la possibilité de prendre des repas, de s'intégrer dans des animations, de pouvoir partager des rencontres, des sorties. Tout à l'heure, en évoquant la partie technologique, j'insisterai sur le fait que jamais la technologie ne viendra se substituer à l'accompagnement humain. Et ce qui fait la caractéristique de nos résidences autonomie et qui fait leur succès, qui fait qu'elles sont remplies aujourd'hui, c'est la présence humaine. Et la présence humaine, elle est assurée par une gérante animatrice qui va faire le lien entre les personnes, qui va faire le lien entre éventuellement coordonner, comme tu le disais tout à l'heure, les services qui seront nécessaires pour accompagner la personne, les services qui soient de santé, qui soient des auxiliaires de vie ou autres, qui vont permettre à la personne, lorsqu'il y aura un creux, un moment plus difficile à vivre, de remonter la pente. Donc c'est cet accompagnement adapté à la carte qui est sur mesure, qui est proposé dans cette résidence autonomie. Vous le voyez sur la dia qui vous est proposée, il y a deux parties avec des logements qui sont qu'on a voulu très confortables, donc plutôt des T2, des T3, parce qu'aujourd'hui l'orientation de la demande se fait sur ce type de logement. L'implantation
est en cœur de ville, hein, parce que Redisheim, dans la banlieue de Mulhouse, c'est un peu plus qu'un village. Oui. Ça, c'est important, c'est ne pas mettre les personnes âgées dans un ghetto et puis les sortir de la vie sociale. Donc, il faut que ce soit accessible à pied, en lien avec les commerces de proximité. Et puis partout, dans chaque appartement est conçu de manière à ce qu'il soit adapté à l'handicap possible, donc avec les normes maintenant qui sont bien répandues, avec des éléments de domotique sur lesquels on reviendra, et puis qui puissent être évolutifs. C'est-à-dire que on ne va pas d'emblée je donne le terme évolutif parce que on conçoit que la personne va vieillir, va vivre longtemps dans ses appartements, et donc si un jour elle a besoin d'être assistée de manière plus technique avec par exemple un rail de transfert, que ce soit possible de l'aménager dans ses appartements. Voilà pour la partie, on va dire, architecturale. L'idée, c'est ensuite d'adosser cette résidence sur une résidence plus ancienne et en permettant aux résidents des jardins de Daphné de profiter de toutes les animations collectives du restaurant qui existe dans la résidence du Bois-Gentil qui est juste en face. Une belle caractéristique de ce projet qui est, on y reviendra tout à l'heure avec la coopération avec Famille Solidaire, ça a été d'impliquer aussi des investisseurs privés dans un projet éminemment social. La diale qui vous est proposée montre les efforts qu'on a réalisés pour apporter dans ces appartements une sécurisation très discrète et toujours à la carte. C'est-à-dire j'ai toujours la possibilité d'activer, de désactiver. Alors là, en l'occurrence, le schéma qui vous est indiqué, c'est la présence de capteurs dans toutes les pièces à vivre qui vont permettre d'enregistrer des écarts par rapport aux habitudes de vie de la personne. Donc ça fonctionne avec un algorithme qui est puissant et qui, lorsqu'il détermine un écart par rapport aux habitudes de vie, bah tiens, Émilienne ne s'est pas levée ce matin à 10 heures, alors c'est peut-être parce qu'elle a fait la fête la veille, mais d'habitude elle se lève quand même à 6h30 le matin, donc ça pourrait être le signal d'une chute, par exemple, chute ou d'un malaise, et donc ça va envoyer une alarme. Alors ça se règle, hein, une alarme sur une plateforme qui, elle, va dispatcher cette alarme vers un réseau d'aidants par le biais de Facilien, qui est cette plateforme numérique qui permet à une communauté humaine d'aidants professionnels ou éventuellement de voisins bienveillants ou de bénévoles, en tout cas coordonnés par l'association, de se mobiliser. Et donc, je reçois l'alarme sur mon smartphone ou sur ma tablette. Émilienne semble avoir eu un souci. J'y vais. Je vais aller voir sur place et je peux donner des nouvelles ensuite à la communauté des dons. Donc voilà ce qui est proposé en termes d'équipement domotique, soit des capteurs qui sont dispersés dans les pièces, soit même, et ça va être une première dans le Grand Est, l'équipement d'appartements avec des sols connectés qui permettent soit d'enclencher des, par exemple, si je me lève la nuit, un chemin lumineux pour éclairer le cheminement jusqu'aux toilettes, mais ça va permettre aussi de détecter la chute, hein, parce que la chute, c'est le principal problème qui insécurise et pour cause les personnes âgées. C'est aujourd'hui une technique qui est éprouvée et qui a été mise au point dans les pays scandinaves et qui permet de déterminer à l'instant où se produit la chute et de transmettre l'alerte à un réseau d'aidants. Ça, c'est extrêmement important.
Et donc, ça sera mis en œuvre à titre expérimental, mais à grande échelle, sur plusieurs appartements dans les jardins de Daphné. D'accord. La chute, c'est un problème pour quelle raison? Parce est-ce que c'est la chute en elle-même ou c'est le principe de devoir rester sans avoir de secours pendant plusieurs heures, allongé, etc. Qu'est-ce qui amène les personnes justement souvent à entrer en EHPAD? Ben, en fait, ce sont les deux choses, hein. Soit la chute peut être, alors ça peut être la manifestation d'un accident, par exemple d'un AVC ou autre, d'un malaise important, et donc il faut intervenir le plus rapidement possible Mhm. pour augmenter les chances de survie. Donc ça, c'est un cas. Deuxième cas, la chute, ça peut être une fracture, c'est assez courant. Une femme âgée qui souffre d'ostéoporose, la chute, c'est très dangereux, donc ça peut se traduire par une fracture. La chute, elle peut être sans incidence physique grave sur le moment, mais avec une conséquence morale énorme. C'est-à-dire que quand on reste, et tu l'as souligné, toute une nuit ou pendant 6 heures au sol sans pouvoir bouger, c'est extrêmement traumatisant. Et les statistiques montrent malheureusement que quelqu'un qui a chuté et qui rechute dans les 2 mois a une espérance de vie, c'est les statistiques évidemment, mais une espérance de vie qui se raccourcit, c'est-à-dire que ça peut être mortel dans les 6 mois qui viennent. Donc la problématique de la chute, elle est centrale. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'appareil très fiable qui permet de détecter ces chutes. Le plus fiable, c'est encore les sols connectés que nous allons installer et expérimenter sur les jardins de Daphné. Mais la chute, ok, une fois qu'on l'a détectée, encore faut-il être capable de mobiliser une communauté humaine qui va répondre et qui va porter secours. Donc ça, c'est tout l'intérêt de Facilien, qui capte ces alarmes après qu'elles aient été traitées par ces algorithmes. Facilien, sur sa plateforme, va dispatcher les alarmes vers ces communautés d'aidants qui, dans le cas des jardins de Daphné, vont mettre en première ligne les professionnels de la résidence, hein, la gérante animatrice, les services d'astreinte la nuit, mais on peut imaginer aussi une transposition de cette technique dans des domiciles. Et c'est ce qu'on va expérimenter en parallèle sur Redesign, c'est en cours, pour installer dans des appartements ces capteurs et expérimenter la mobilisation de ces communautés qui vont être hybrides, alliant à la fois des bénévoles, ça peut être des aidants familiaux, mais ça peut être aussi des voisins. Et c'est ça qui est formidable. Et en appui, en deuxième cercle, des professionnels, si c'est plus grave. Ça, c'est de nature, quand on allie ces nouvelles techniques des objets connectés avec la puissance de la mise en relation que proposent les techniques numériques, et notamment les smartphones, les tablettes, ça va permettre de mobiliser de la solidarité autour de la personne. Et à un coût qui va rester raisonnable, parce que tu citais tout à l'heure à juste titre la difficulté demain qu'auront les personnes, qu'elles soient en situation de handicap plus jeune ou des personnes âgées, à se payer des services. Et donc, notre rôle, nous, associatifs, c'est de mobiliser la générosité, la solidarité, de l'organiser. D'accord. Alors, sur le montage du projet de Redesign, puisqu'on a créé ensemble, entre donc la PALIB et Famille Solidaire, une articulation qui permet, pour le financement de 2 appartements, donc de 2 pièces, de 46 mètres carrés, de mobiliser l'épargne de particuliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que des personnes qui ont un petit peu plus de chance dans la vie, qui ont un petit peu plus de capacité d'épargne, vont pouvoir investir à partir de 100 €, donc dans la foncière Famille Solidaire. Cet argent, on l'utilisera donc pour acquérir ces appartements et créer ainsi les conditions d'une vie en autonomie accompagnée avec l'ensemble des services qu'on a pu vous
vous décrire ces derniers temps. Alors, ça concerne évidemment pas les 57 logements, puisque l'opération immobilière se situe en deux grandes parties, Pierre. D'abord, une résidence autonomie portée par la Palib, qui comporte combien de logements du coup? Alors, qui comporte de mémoire 27 logements. Ouais. Et donc le deuxième bâtiment, donc sur le côté gauche, c'est un bâtiment de promotion, j'allais dire immobilière. Absolument. Presque classique, c'est-à-dire que des gens peuvent devenir propriétaires en signant un contrat de vente en l'état de futur achèvement, ce qu'on appelle la VFA. Et donc ces personnes qui vont acheter dans ce second immeuble, elles ont un point commun. C'est cette avancée en âge, ou en tout cas la destination de l'habitat qui va être créé sera spécifiquement pour des seniors ou des personnes handicapées vieillissantes. C'est comme ça qu'on peut le présenter? Au niveau de l'utilisation. Oui, finale, tout à fait. Tout à fait. Après, ça peut être des investisseurs d'origine variée. Mais c'est vrai que l'usage du logement est destiné à des seniors ou des personnes handicapées vieillissantes. Voilà, et donc dans le cadre de l'expérimentation qu'on conduit ensemble autour du projet des Jardins de Daphné, donc Famille Solidaire s'engage à acquérir 2 logements de 46 mètres carrés, entièrement domotisés, donc avec les techniques dont Pierre Camérer nous a parlé tout à l'heure, avec une domotique un petit peu plus importante, puisque dans les publics cibles, il y a des personnes handicapées vieillissantes, donc des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont déjà depuis de longues années souvent une autonomie réduite de par un handicap physique, cognitif ou sensoriel. Et donc on a imaginé dans ces 2 appartements pousser un tout petit peu plus loin la domotique avec ces rails que tu évoquais au plafond qui seront installés systématiquement pour permettre à la personne d'avoir un plus grand confort dans ses besoins liés aux actes essentiels de la vie quotidienne, qui vont lui permettre aussi de cuisiner, par exemple, si elle est en fauteuil roulant, si elle est paraplégique. L'ensemble des 2 cuisines seront entièrement adaptées, les ouvrants seront adaptés également, les portes d'entrée motorisées. Ça a été réfléchi également pour que, tu le disais tout à l'heure, l'importance de la présence humaine, elle est primordiale pour des personnes qui sont en difficulté. Donc les auxiliaires de vie vont pouvoir accéder au logement avec des badges sans contact, vont avoir cette possibilité d'intervenir pour tout ce que la machine ne remplacera jamais. Voilà, et donc aujourd'hui vous êtes offert la possibilité de participer à un projet solidaire, donc d'investir votre argent, donc d'acheter des actions à partir de 100 € et sans limite. Donc vous pouvez, bien sûr, si vous avez des moyens conséquents, soutenir ce projet à hauteur de ce que font la moyenne de nos investisseurs, c'est-à-dire par exemple 10 000 €. Donc on a des personnes qui ont investi au capital entre 100 € et 75 000 €. Donc vraiment des profils très variés, des gens de la société civile qui ont envie de savoir où va leur argent, qu'est-ce qui en est fait, et qui ne sont pas forcément toujours très satisfaits de la lisibilité des placements qu'ils peuvent faire dans les milieux traditionnels. Donc, évidemment, il y a des avantages à cet investissement, c'est la possibilité d'obtenir des réductions fiscales. Donc, une personne qui va investir 10 000 € et qui paye l'impôt sur le revenu va pouvoir réduire son imposition de 1 800 €, de 18%, si elle est à l'impôt sur le revenu. Pour les personnes qui sont donc à l'impôt de solidarité sur la fortune, cette réduction fiscale va jusqu'à 50%. Elle est plafonnée évidemment à 45 000 € pour un célibataire et à 90 000 € pour un couple, mais ça laisse déjà une grande partie de possibilités de solidarité. Aujourd'hui, on collecte 200 000 € pour acheter ces 2 appartements. On est en bonne voie, on a collecté à ce jour plus de 30 000 €. On est dans une période où évidemment les personnes font des choix pour l'année fiscale qui se termine le 31 décembre prochain, pour les gens qui sont à l'impôt sur le revenu. Donc c'est le moment. Voilà, donc c'est le moment, et donc vous verrez dans les liens qui sont autour de nos vidéos et de la présentation PowerPoint la possibilité de télécharger évidemment l'ensemble de la présentation qui a été diffusée aujourd'hui, mais également un bon de souscription qui vous permet de devenir actionnaire de Famille Solidaire. Est-ce que tu pourrais préciser quelles sont les garanties qui sont apportées à cet investissement? C'est-à-dire que si on met 1 000 €, est-ce que
j'ai les chances de le retrouver, ces 1000 euros? Alors, c'est un investissement, c'est pas un don, donc évidemment, vous restez propriétaire des actions de la société. La société va utiliser sur 100 euros qui lui sont confiés 75 euros pour investir directement dans l'immobilier, donc apporter des fonds propres dans un projet d'acquisition immobilière. Les 25% restants sont conservés pour assurer évidemment le fonds de roulement de la société, pouvoir payer les factures en temps et en heure, et également pour pouvoir permettre aux actionnaires, après le délai de 5 ans lorsqu'on bénéficie de la réduction fiscale, de récupérer leur placement. Alors on ne peut pas aujourd'hui lire dans une boule de cristal et dire combien vaudra l'action Famille Solidaire. Ceci étant, c'est une activité à prédominance immobilière, donc l'argent est investi dans des biens, dans de la pierre, donc c'était des investissements peut-être plus solides que dans les services, et donc la personne peut exercer son droit de retrait tous les ans entre le 15 octobre et le 15 décembre en adressant un courrier à la foncière. On rembourse ensuite le capital l'année suivante, juste après l'Assemblée générale, pour les personnes qui ont fait cette demande. Ce que l'on s'engage à faire, on n'a pas pour vocation à distribuer des dividendes comme les sociétés du CAC 40 à 5, 6, 7%. Ce que l'on souhaite, c'est que l'argent qui va être généré par ces projets immobiliers, par les loyers de ces projets immobiliers, puisse permettre de réinitier d'autres opérations d'habitat partagé sur le même territoire ou sur d'autres territoires et à destination de publics qui n'ont pas de solution. Notre objectif, c'est véritablement de créer de l'habitat extraordinaire en milieu ordinaire pour des personnes qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans ce domaine. Voilà, alors tu nous parlais tout à l'heure des résidences 3.0. C'est quoi le 3.0 alors? Le 3.0, c'est l'illustration, enfin, c'est une façon de dire que demain, dans nos logements, on aura la présence d'objets connectés. Et c'est quoi des objets connectés? Alors, les objets connectés, oui, tu as raison de poser la question. C'est par exemple un capteur c'est un capteur qu'on peut poser, qui n'est pas du tout volumineux, qu'on peut poser dans une pièce et qui va détecter la présence de la personne en captant les émissions infrarouges du corps de la personne. Donc un passage à une certaine hauteur d'un corps qui émet des ondes infrarouges vont être détectés par ce capteur. S'il n'en détecte pas pendant, on va dire, plusieurs heures d'affilée ou un moment où la personne, normalement, devrait passer, ça va générer, c'est un signal, c'est une information qui va être transmise à une boîte dans laquelle il y a un calculateur qui, alors on emploie le terme d'algorithme, qui va comparer cette information à ce qu'on aura capté des habitudes de vie de la personne. C'est-à-dire que la personne, si d'habitude elle se lève tous les matins à 8 heures du matin, donc il y a un mouvement dans l'appartement, on a l'habitude d'enregistrer ça 15 jours sur 16, et tout d'un coup on ne l'enregistre pas dans cette zone horaire, ça va générer un écart par rapport à la normale et donc se transformer en alerte. Et l'alerte, ensuite, va être communiquée à une plateforme numérique qui, elle, va dispatcher cette alerte vers ce que je disais tout à l'heure, des smartphones, des tablettes, et les possesseurs de ces appareils vont accepter l'alerte ou dire, donner de l'information en disant voilà, moi je vais apporter de l'aide ou pas. Voilà, donc c'est l'objet connecté, c'est ça, c'est je capte une information et je vais la transmettre sur un réseau social par le biais d'appareils numériques. Alors, on peut avoir des capteurs infrarouges. Tout à l'heure, je parlais de capteurs qui sont beaucoup plus perfectionnés, comme les sols connectés, qui sont installés. C'est une très fine couche qui va émettre un tout petit champ électrique qui est posé sous
le sol, enfin sous le Sous le revêtement de sol, carrelage ou sous le le carrelage, lino. le parquet, le lino, la moquette. Et donc, lorsque il y a un corps qui est au sol, va détecter cette présence euh, par une mini transformation du champ électrique. Encore une fois, c'est à peine détectable. Et ça, de nouveau, ça va envoyer des informations vers cette petite centrale et qui va le comparer aux habitudes de vie de la personne. Par contre, si on s'aperçoit qu'il y a une grosse masse qui correspond à un corps qui est sur le sol, ça c'est sûr que dans ce cas-là, ça va générer une alerte. Ce que je voudrais dire, c'est que dans tous les cas, il y a un bouton on et off, hein. C'est-à-dire que la personne garde la liberté d'enclencher ou non ces objets connectés. Donc cette liberté-là, elle est fondamentale et elle est préservée. Aujourd'hui, nous menons dans la perspective de le chantier des jardins de Daphné a commencé, mais pour permettre l'utilisation optimisée de ces objets connectés par notamment les personnes âgées dépendantes, on mène une étude sociologique avec les industriels avec lesquels on a établi un partenariat. C'est-à-dire les industriels? Ce sont des grandes entreprises? Alors, c'est des très grandes entreprises. Alors, on a fait le choix, nous, en Alsace, de travailler avec Ager sur les capteurs et pour les revêtements de sol, avec une autre, des leaders français du revêtement de sol, c'est Gerflor. Ces entreprises mènent avec nous aujourd'hui une étude sociologique sur l'utilisation le comportement qu'ont les personnes âgées par rapport à ces objets connectés. Est-ce qu'ils s'en servent? À qui souhaitent-ils que l'information soit envoyée? On a remarqué déjà dans les premiers résultats de cette étude que plusieurs personnes âgées nous disaient « Moi, je veux bien de votre système, je suis d'accord, ça peut me sauver la vie, mais je ne voudrais pas que ma famille soit au courant si je suis tombé. Parce que je crains que mes enfants, ensuite, ils m'envoient dans une maison de retraite, etc. » Donc ça pose la question, ça c'est très intéressant. De la liberté individuelle. De la liberté, la préservation de la liberté. L'information appartient à la personne qui la génère par l'alerte. Et donc à qui on transmet cette information. Il ne peut pas, enfin nous ce qu'on en retient, il ne peut pas y avoir de transparence absolue. Cette information, elle continue d'être détenue par la personne qui la génère. Alors, en conclusion de cet événement sur le web, je vous propose, si vous êtes intéressé par ce sujet de l'habitat partagé et accompagné, de participer aux 3 journées que nous organisons sur Strasbourg au Conseil de l'Europe, les 14, 15 et 16 décembre prochains, où 150 porteurs de projets européens vont venir parler de ces habitats partagés, qu'ils soient à destination de personnes âgées ou de personnes handicapées. Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur le site JAPA, jhapa.eu. Vous pourrez consulter le programme, voir si des ateliers peuvent vous intéresser. Cet événement est construit comme un énorme Fab Lab qui va permettre à des personnes d'accéder à des ressources, à des expériences, à une communauté d'acteurs, de faiseux, comme dirait Alexandre Jardin, pour créer ces futures solutions, parce que je crois que ces réponses-là, elles viendront avant tout des citoyens, elles viendront avant tout des personnes qui sont mobilisées, et puis d'associations qui ont envie d'innover et de faire de la recherche-développement comme la PALIB. Sur ces quelques mots, je vous remercie de vous être mobilisés aujourd'hui pour ce webinaire. Vous avez la possibilité, je vous le rappelle, de télécharger la présentation. On la mettra également en ligne pour la partie audio dans les prochains jours. Vous pouvez également souscrire le bon de souscription. Vous pouvez également télécharger le bon de souscription sur l'application. On vous refera un petit mail pour vous donner l'ensemble des informations à la suite de ce webinaire. Merci à tous. Bon appétit et puis très probablement à bientôt. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Jean.